BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour David Khalfa. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour nous aider à bien comprendre. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez publié Israël, Palestine, année 0. Est-ce enfin la fin de la guerre avec ce cessez-le-feu, cet accord de cessez-le-feu qui vient d'être conclu? Probablement parce que ce qui a changé, ce qui a tout changé en fait, c'est la configuration politique américaine avec l'arrivée de Trump au pouvoir et les pressions très fortes exercées par Trump, notamment par son émissaire Steve Witkoff sur Netanyahou et aussi sur le Hamas. Ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire que c'est une cessation des hostilités, une suspension des hostilités entre Israël et le Hamas. Mais c'est plus qu'une trêve. C'est plus qu'une trêve parce que ce cessez-le-feu, en fait, comprend 3 phases. On entre dans la première phase qui va durer 42 jours. Il y a une difficulté majeure qui est l'enclenchement de la seconde phase avec le retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza. Mais on peut imaginer qu'entre la première et la seconde, les pressions à la fois, encore une fois, de Trump, de son administration, mais aussi des pays arabes, et notamment des Saoudiens, des Émiriens, des Qataris, des Égyptiens, à la fois sur Israël et sur le Hamas, seront telles que les deux parties auront intérêt à ce que ce cessez-le-feu devienne permanent. À ce que ce cessez-le-feu devienne permanent et qu'à ce moment-là, ça se transforme en véritable fin de la guerre. Les mots d'ailleurs de Joe Biden hier, qui a dit c'est la fin de la guerre, mais ce n'est pas encore la paix. On va y revenir d'abord sur précisément ce qui se joue dans les toutes prochaines heures. On a vu ces scènes de liesse à Gaza hier et dans tout le territoire palestinien, des scènes plus prudentes du côté d'Israël. Je voudrais qu'on commence par écouter les mots du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui salue bien sûr cet accord, mais qui a encore des doutes sur les otages. C'est un soulagement d'abord, c'est un accord auquel nous appelons depuis près de 15 mois et je souhaite que ce soit le chapitre final de cette guerre dévastatrice qui a trop duré, que cela permette la libération de nos 2 otages, Ofer Calderon, Ohadi Alomi, qui sont depuis le 7 octobre 2023 détenus dans les tunnels de Gaza. Depuis de trop nombreux mois, nous n'avons pas de nouvelles. C'est-à-dire depuis le 7 octobre ? octobre ? Nous sommes en contact depuis le 7 octobre quasiment, sauf les témoignages de ceux qui sont revenus de l'enfer de Gaza. Nous espérons vivement qu'ils puissent nous revenir en vie et en bonne santé. On n'a pas de certitude sur le fait qu'ils soient en vie. Nous n'avons pas de certitude, nous n'avons pas de nouvelles. Beaucoup de doutes encore à cette heure. Est-ce que cet accord, il est 100% ficelé, c'est-à-dire est-ce que ce qu'il promet, et notamment l'arrêt des combats d'un côté, la libération de plusieurs otages dès dimanche soir, est acquis? Oui, mais il y a beaucoup d'intox de part et d'autre, et c'est très difficile de savoir exactement où est-ce qu'on en est, mais a priori, ça va tenir, parce que c'est l'intérêt des deux parties, en fait, que l'accord tienne. Le Hamas, parce que la situation humanitaire dans la bande de Gaza est absolument désastreuse, et les pressions, une partie de la population gazaoui sur le Hamas sont très fortes. Et puis par ailleurs, le Hamas aussi est isolé sur le plan régional, avec les coups très durs portés par Israël aux alliés stratégiques du Hamas, l'Iran, le Hezbollah au premier chef. Et côté israélien, vous avez une société aussi qui est épuisée par la guerre et qui attend la libération des otages. Alors la situation sur les otages est pour le coup particulièrement opaque, parce qu'on sait a priori que la moitié d'entre eux sont morts, soit des suites de très mauvais traitements de leurs geôliers dans la bande de Gaza, soit parce qu'ils ont été assassinés, en fait, tout simplement par le Hamas. Et puis pour les autres, on peut imaginer que leur état à la fois psychologique, mais aussi physique, c'est fortement dégradé depuis plus de 15 mois. Depuis plus de 15 mois, je voudrais aussi savoir ce qu'il va se jouer ce matin en Israël. Cet accord, il doit être soumis au vote du Parlement israélien. Est-ce qu'il pourrait être rejeté ? C'est très peu probable. Netanyahou a une majorité confortable depuis septembre 2024. Il est à la tête d'une coalition de 68 parlementaires sur les 120 que compte la Knesset. On sait que l'extrême droite va voter contre l'accord. Ben Gvir et Smotrich donc voteront contre l'accord. Qui sont pourtant ministres dans le gouvernement de Benyamin Netanyahou et qui, hier soir, ont dit que cet accord était une honte. Oui. Mais en même temps, il ne faut pas être dupe du jeu politique cynique que joue Ben Gvir, notamment, qui fait pression sur son allié rival Smotrich de l'extrême droite, pour en fait le faire passer pour un faible
parce que Ben Gvir, son objectif, c'est vraiment de s'imposer comme le leader incontestable de la droite radicale en Israël. Mais dans les faits, on voit bien que la probabilité pour que à la fois Ben Gvir et Smotrich démissionnent est quand même très faible. À aucun moment, Smotrich n'a mis sa démission dans la balance. 33 otages contre 1000 prisonniers. Est-ce que c'est un accord qui a mis tant de temps parce qu'Israël ne voulait pas monter aussi haut dans le nombre de prisonniers à libérer ? Depuis le départ, en fait, cette guerre, c'est une tragédie pour les Israéliens et pour les Palestiniens, bien entendu. Pour Israël, il y avait une espèce de dilemme éthique et stratégique. C'était soit aller jusqu'au bout de la guerre pour détruire le Hamas sur le plan politique et militaire, et soit libérer les otages. En fait, ces deux objectifs de guerre qui avaient été annoncés depuis le début de la guerre, au lendemain du 7 octobre 2023, en réalité étaient contradictoires. Et on voit bien que plus les mois ont passé, et plus le sort des otages inquiétait la population israélienne, plus au fond, c'est la priorité à la libération des otages qui a pris le pas sur la destruction du Hamas. Les Israéliens sont très inquiets sur le sort de ces otages. Ils manifestent quotidiennement pour leur libération. Et ce qui est très difficile pour eux, c'est une espèce de guerre des nerfs, c'est qu'on ne sait pas exactement combien d'otages seront libérés, probablement au compte-gouttes dès dimanche. On parle de 5 otages qui seront libérés, des femmes, mais on ne sait pas, par exemple, si le nourrisson qui avait été enlevé de la famille Bibas est vivant ou pas. Et ça déterminera, si vous voulez, en réalité, la manière dont les Israéliens vont interpréter ce cessez-le-feu. Avec évidemment la question aussi du retrait progressif, non seulement de l'arrêt des combats, mais du retrait progressif de Tsahal depuis la bande de Gaza. Est-ce que ça aussi, ça va intervenir dès dimanche ? Est-ce que ça commence même à intervenir au moment où on se parle ? Oui, c'est déjà le cas. C'était déjà le cas en fait hier. Les forces israéliennes ont commencé à se retirer du centre de la bande de Gaza. D'ici à la fin de la première phase de la quasi-totalité de la bande de Gaza, ils resteront sur un périmètre à peu près 1 kilomètre à Gaza entre la première et la deuxième phase, mais en fait très probablement le retrait sera total parce que ça c'est une des conditions pour que le cessez-le-feu puisse perdurer. Un retrait total avec quel avenir aussi pour l'administration de Gaza, on va y revenir, mais est-ce qu'on a un bilan du nombre de morts du côté palestinien à Gaza? Alors on a le bilan en fait du ministère de la Santé qui est à la solde du Hamas et qui parle de plus de 46 000 morts et qui ne fait aucun distinguo, qui n'établit aucun distinguo entre les civils et les combattants du Hamas et du djihad islamique. Israël dit de son côté que entre 17 et 20 000 combattants du Hamas et du djihad islamique ont été tués. Donc on est dans un ratio de 1 pour 1 civil d'un côté, combattant de l'autre. Dans les guerres en milieu urbain, en général, on est sur des ratios de 1 à 3, voire de 1 à 9. Ça dépend du terrain, ça dépend de la configuration aussi sociodémographique. Est-ce que tout cela aurait pu s'arrêter plus tôt? Oui. David Khalfa, si je vous pose cette question, c'est que certains qui ont lu l'accord de cessez-le-feu, et c'est votre cas, disent que quasiment l'intégralité de ce texte était déjà en discussion il y a 6 mois, mais que ça n'a pas abouti parce que Israël refusait certains des enjeux pour finalement obtenir à peu près ce qu'ils auraient obtenu il y a 6 mois. 6 mois de perdus, c'est 6 mois de morts, c'est 6 mois d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'effectivement il a fallu attendre la pression d'un Donald Trump pour enfin mettre la fin? Et quelle responsabilité dans ce cas pour ceux qui ont fait traîner, côté israélien comme côté Hamas, ces mois qui ont perduré? Alors la réponse est oui. Ce cessez-le-feu aurait pu être signé il y a au moins 6 mois. En réalité, les paramètres du cessez-le-feu actuel sont assez similaires à celui qui avait été présenté aux parties il y a 6 mois. Il est évident que côté israélien, Netanyahou, pour des raisons politiques qui ont trait à sa survie politique, il est triplement inculpé dans des affaires de corruption, avait intérêt à faire capoter ce cessez-le-feu parce que il dépend de ses alliés de la droite, de Smotrich et Ben Gvir dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui avait menacé en fait de quitter la coalition, de faire vraiment chuter son gouvernement s'il signait un cessez-le-feu face au Hamas. Et de l'autre côté aussi, évidemment, il y a eu des calculs politiques côté Hamas. On voit bien qu'il n'acceptait pas, par exemple, il y a plusieurs choses, mais très rapidement, le Hamas avait demandé un retrait total des forces israéliennes lors de la première phase. Là, ils ont accepté que l'armée israélienne ne se retire pas dans la totalité de la bande de Gaza lors de la première phase. Que ça se fasse de manière plus progressive. De manière graduelle. Et par ailleurs, ils ont demandé aussi, ils ne fournissaient absolument aucune liste d'otages libérés et de ces conditions. Ils ont fourni une liste aux Israéliens. Et puis, par ailleurs aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'encore une fois, la situation sur le terrain a changé.
sur le plan régional, Israël, au lendemain du 7 octobre, est extrêmement vulnérable dans une situation géostratégique absolument catastrophique. Il vient de subir le pire massacre de Juifs depuis la Shoah. Et par ailleurs, est engagé dans une guerre multifront, multi-arène, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, face à un réseau milicien très dense, pro-Iran. Et il y a eu un renversement des rapports de force, avec l'élimination de Nasrallah, le chef du Hezbollah au Liban, d'Haniyeh, le chef du Hamas à Téhéran, de Yahya Sinwar, le chef du Hamas aussi à Gaza. Et donc ce rapport de force militaire, il a aussi eu un impact sur le Hamas lui-même. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump, de son émissaire qu'il a envoyé la semaine dernière sur place pour, semble-t-il, mettre la pression, les Israéliens, et notamment le journal Haaretz raconte que c'était une discussion extrêmement brutale face à Benjamin Netanyahou, en lui disant il faut désormais accepter cet accord, point barre. Est-ce que, effectivement, ce dernier coup de pression, à quelques jours de l'arrivée officielle de Donald Trump, a été décisif? Oui, il a été décisif. Il y a eu un effet Trump, c'est absolument incontestable. En fait, Steve Witkoff, qui est l'émissaire de Trump au Moyen-Orient, c'est un businessman, ce n'est pas un diplomate. Et on sait que, vous savez, en Israël, traditionnellement, les premiers ministres, surtout lorsqu'ils sont de droite et a fortiori lorsqu'ils sont à la tête d'une coalition droite-extrême droite, ne rencontrent pas d'officiel pendant le Shabbat, qui est le jour chômé pour les juifs pratiquants et traditionnalistes. Or là, il a imposé ce rendez-vous en plein Shabbat à Netanyahou et il lui a fait bien comprendre que c'était à prendre ou à laisser. Les pressions de Trump étaient extrêmement fortes. Il avait fait savoir pendant la campagne qu'il voulait que cette guerre soit derrière lui avant son investiture, et c'est précisément ce qui est en train de se passer. Qui pour administrer Gaza ? C'est la grande question. Alors Blinken a, dans son discours, dans son dernier discours à l'Atlantic Blinken, c'est donc le ministre des Affaires étrangères de Joe Biden, américain, a parlé d'une coalition internationale, c'est-à-dire d'une période de transition pendant laquelle la bande de Gaza serait administrée, alors notamment par un certain nombre de membres qui sont de l'autorité palestinienne à Gaza. Vous avez des milliers de fonctionnaires qui ont continué à être payés depuis le coup de force du Hamas, donc l'arrivée du Hamas au pouvoir en 2007 à Gaza. Et vous avez aussi un certain nombre de puissances arabes qui vont jouer un rôle direct dans la reconstruction matérielle, financière de la bande de Gaza, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Et bien sûr, tout ça chapeauté par les Américains. Donc il faut s'attendre à une période de transition. Le problème, il est politique, c'est que côté israélien, Netanyahou ne veut pas entendre parler du retour de l'autorité palestinienne à Gaza, mais en même temps, il n'y a pas d'autre alternative que celle de l'autorité palestinienne, puisqu'en face, il y a le Hamas. La question aussi de l'objectif qui était affiché, en tout cas par Benjamin Netanyahou, qui était l'éradication du Hamas. Avec la libération de 1000 prisonniers, notamment des prisonniers politiques, depuis Israël, est-ce qu'il ne prend pas le risque aussi d'une forme de résurrection du Hamas ? Évidemment, on se souvient que pour la libération de Gilad Shalit, il y avait eu la libération d'un grand nombre de prisonniers palestiniens en Israël, parmi lesquels Yahya Sinwar, qui est ensuite devenu l'un des premiers chefs du Hamas et cerveau même du 7 octobre. Oui, ça c'est pour le coup la dimension totalement tragique de cette affaire. C'est que, en effet, le prix à payer pour Israël est très très élevé. Alors, en 2011, lors de la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit, on était sur du 1 pour 1000. Donc, libération du soldat pour 1000 prisonniers palestiniens. Là, on est sur du 1 pour 30, 1 pour 50. Mais le prix est très élevé, d'autant qu'un certain nombre de ces profils sont quand même... Qui sont ces prisonniers qui vont être libérés ? On sait, alors on n'a pas de détails, mais on sait qu'un certain nombre d'entre eux ont été condamnés à la perpétuité pour des attentats terroristes commis contre des civils israéliens de masse. À la fois des dirigeants du Hamas, du djihad islamique, du FPLP, donc un certain nombre d'organisations palestiniennes à la fois islamistes et nationalistes armées. Et donc ça, évidemment, c'est compliqué pour un Premier ministre de droite qui a fait campagne pendant cette guerre sur cette fameuse victoire décisive, cette victoire totale contre le Hamas. Évidemment, c'était un slogan, c'est une rhétorique qui lui servait à, si vous voulez, à rassurer une partie de son électorat qui a été... de la même manière que l'ensemble des Israéliens traumatisés par le 7 octobre et quand même choqués par cet étrange effet du 7 octobre, cette espèce d'effondrement de l'État d'Israël lors du 7 octobre. Il n'y a toujours pas eu d'ailleurs sur ce point-là d'enquête, c'est-à-dire que c'est quand même un échec personnel absolu de Benjamin Netanyahou, cette intrusion, ce drame du 7 octobre. Il n'y a toujours pas d'enquête là-dessus, il n'a toujours pas dû rendre de compte.
Non. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, le Hamas n'a pas attendu Netanyahou pour avoir une idéologie ultranationaliste, millénariste, de destruction de l'État d'Israël. Donc, évidemment, avec un autre ministre, probablement que cette invasion terrestre et les massacres auraient été identiques. Mais il est vrai que Netanyahou a fracturé la société israélienne, il a affaibli cette société et que, jusqu'à présent, il se refuse à ce qu'une enquête nationale soit menée. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi que le mouvement de protestation anti-gouvernementale, anti-Netanyahou a continué à manifester ces derniers mois. David Kalfa, est-ce que les Israéliens veulent vraiment la paix ou est-ce que ils redoutent la paix parce que ce ne serait pas forcément synonyme de sécurité ? Oui. Est-ce que vous parliez tout à l'heure d'une forme de cynisme, est-ce que là on peut parler d'une forme presque de réalisme ? Je pense qu'il y a un très grand désarroi côté israélien parce que, au fond, ce qui explique l'effondrement de la gauche, son affaiblissement structurel, c'est assez largement la seconde intifada et les attentats terroristes à Tel Aviv, à Jérusalem. Ça a cassé dans l'esprit des Israéliens l'idée qu'au fond, cette paix était presque inéluctable. Ce qu'on appelle le bilatéralisme, c'est vraiment les négociations entre autorités palestiniennes et Israël mèneraient à la paix, à la sécurité. Donc, si vous voulez, ce schéma s'est un peu effondré avec cette campagne d'attentats suicides, d'ailleurs en grande partie lancée par le Hamas pour faire capoter en fait le processus de paix. Bien sûr, l'extrême droite israélienne a aussi son rôle dans cette affaire. J'ai allusion évidemment. Mais quel gâchis, quoi. Oui, c'est un énorme gâchis. Et là, le 7 octobre, si vous voulez, ce que ça a cassé davantage, c'est que faut se souvenir qu'avant le 7 octobre, il y a le retrait de la bande de Gaza par Israël en 2005. Donc, on est passé du bilatéralisme période Oslo à l'unilatéralisme avec Ariel Sharon, donc retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Là, les Israéliens s'imaginent que peut-être qu'un avenir pacifique pourrait s'enclencher entre Israéliens et Palestiniens. Or, ça s'est traduit par des guerres avec le Hezbollah, des guerres avec le Hamas, dont la dernière. Et donc, si vous voulez, les deux grands paradigmes, bilatéralisme d'un côté, négociation donc israélo-palestinienne, unilatéralisme de l'autre, se sont effondrés. Et face à ça, il y a comme une espèce de vide aujourd'hui dans le débat. Plus personne ne se projette en Israël dans une solution à deux États ? Est-ce que malgré tout, il y a des combattants de cette question-là ? Est-ce qu'il y a ceux qui se disent on va tout faire pour qu'il y ait deux États à long terme ? Alors, j'en parle dans mon livre. Il y en a, bien sûr. Ce livre, justement, rassemble des Israéliens et des Palestiniens qui luttent pour la solution à deux États, des intellectuels, des experts, des activistes. Ce qu'on ne voit pas, et souvent, c'est que nous, on est focalisé sur la guerre, et c'est tout à fait logique, parce que c'est spectaculaire, parce que c'est tragique. Mais en fait, dans les tréfonds de la société, à la fois israélienne et palestinienne, vous avez non seulement des activistes, des militants, mais une grande partie des deux populations qui souhaitent cet accord de paix. En fait, quand vous leur posez la question de la solution à deux États, ils vous répondent que ils n'y croient pas, ils n'y croient plus. Mais quand vous leur demandez mais quelle est l'alternative, il n'y en a pas. Donc en fait, si vous voulez, le soutien qui s'est effondré de part et d'autre à la solution à deux États, si les conditions politiques changent, cet espoir peut renaître. Aujourd'hui, on est clairement dans une année zéro parce que il n'y a pas d'espoir dans l'immédiat. Ce que veulent les Israéliens comme les Palestiniens, d'abord, c'est reprendre le chemin d'une vie à peu près normale. David Kalfa, avant le 7 octobre, il y avait eu les accords d'Abraham, il y avait eu une logique justement d'apaisement dans la région. Est-ce qu'on peut imaginer que ce qui est en train de se jouer et qui est historique depuis hier soir et encore aujourd'hui puisse avoir pour conséquence une reprise de ces accords dans la région, et notamment, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de l'Égypte ? Oui, alors, je parlais tout à l'heure de ce que je vais appeler le bilatéralisme, l'unilatéralisme. L'objectif stratégique prioritaire de l'administration Trump, c'est l'élargissement des accords d'Abraham à l'Arabie Saoudite. Donc, une normalisation israélo-saoudienne dont l'impact géostratégique, géopolitique serait absolument gigantesque. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle le régionalisme, c'est-à-dire, en fait, les Américains appellent ça le outside in, c'est-à-dire pour éviter que l'enquistement, le face-à-face israélo-palestinien qui souvent débouche sur des échecs dans les processus de paix successifs qui ont été des échecs. La stratégie désormais des Américains, c'est de contourner en fait cet obstacle israélo-palestinien en passant par la puissance arabe majeure du Golfe qui est l'Arabie Saoudite et qui permettrait en fait ensuite dans un second temps est-ce que tout cela est gelé ? Est-ce que tout ça est reparti en arrière ou est-ce que ça n'était que sur pause et ça peut repartir ? C'était que sur pause, ça peut repartir et ça va repartir parce que c'est l'intérêt stratégique d'Israël, de l'Arabie Saoudite et de l'ensemble du monde arabe, y compris des Palestiniens. Et David Kalfa, sur cette question de l'ouverture éventuelle entre Gaza et l'Égypte, puisqu'on le sait, c'est aussi fermé de ce côté-là. Est-ce que l'Égypte est prête, dans le cadre de ce cessez-le-feu qui est en train de se nouer, à rouvrir un passage entre Gaza
et l'Égypte. Oui, alors l'Égypte, il faut le rappeler, a imposé un blocus conjointement avec les Israéliens depuis le coup de force du Hamas de 2007, depuis l'arrivée du Hamas au pouvoir à Gaza. Blocus d'ailleurs plus rigide, j'ai envie de dire, que côté israélien. Et oui, ils vont ouvrir le point de passage de Rafah parce que notamment un certain nombre de Palestiniens qui ont été blessés pourront être soignés en Égypte. Et par ailleurs, un certain nombre d'otages aussi probablement passeront par le passage de Rafah. Merci beaucoup, David Khalfa, de nous avoir éclairé ce matin sur ce qui se joue en ce moment même avec donc cet accord de cessez-le-feu, cette libération des 5 premiers otages, disiez-vous, dimanche, avec un retrait progressif de l'armée israélienne depuis la bande de Gaza. Je rappelle le titre de votre livre, Israël, Palestine, année 0, et c'est publié avec la Fondation Jean Jaurès, dont vous êtes l'un des experts. Merci à vous. Il est 8h52 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV.